On utilise tous les jours des casseroles, des poêles, on boit l'eau du robinet, sans vraiment y réfléchir. Mais est-ce qu'on a déjà pensé que ces gestes si banals pourraient cacher des risques? Allez, on plonge dans ce sujet pour démêler un peu le vrai du faux sur les métaux qu'on a dans nos cuisines. La question, elle est directe, c'est vrai, et elle fait un peu peur. L'idée que nos propres poêles ou nos robinets puissent nous rendre malades, c'est quand même troublant. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors, premier dossier sur la table, le cuivre. On en a quasiment tous à la maison, surtout dans la plomberie. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'il fait pour passer du tuyau jusqu'à notre verre d'eau? Le truc avec le cuivre, c'est qu'il a vraiment un double visage. D'un côté, c'est essentiel. C'est un oligo-élément dont le corps a besoin pour bien fonctionner, pour le métabolisme, pour éviter l'anémie. Mais de l'autre côté, si on en a trop, ça devient toxique. C'est vraiment le parfait exemple du tout est une question de dose. Alors, comment ce cuivre se retrouve dans l'eau? Le principal coupable, c'est un processus qu'on appelle la corrosion. En gros, l'eau qui reste dans les tuyaux, surtout si elle stagne longtemps, si elle est un peu acide ou même chaude, eh bien, elle peut grignoter le métal et emporter avec elle de toutes petites particules de cuivre. C'est pour ça que l'eau du robinet le matin, après toute une nuit sans bouger, est celle qui risque d'être la plus chargée. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe si on en ingère une dose trop élevée? Les symptômes d'une intoxication aiguë sont assez directs et ça tape surtout sur le système digestif. On parle de nausées, de maux de tête, de vertiges, voire de vomissements, de douleurs au ventre, des signes qui, en plus, peuvent apparaître très vite. Et c'est ça qui est frappant, c'est la rapidité. On n'a pas besoin d'en boire des litres et des litres. Une concentration de 4 à 6 mg par litre, ça peut sembler abstrait, mais ça suffit pour déclencher des symptômes en à peine 15 minutes. Ça montre bien que le vrai sujet, ce n'est pas le cuivre en soi, c'est sa concentration dans l'eau. Bon, on referme le dossier du cuivre pour en ouvrir un autre et pas des moindres, celui de l'aluminium. Ah, l'aluminium, il fait beaucoup parler de lui. On le retrouve partout, dans les poêles, les casseroles et même le papier alu qu'on utilise tous les jours. Et avec l'aluminium, il y a une peur qui revient tout le temps. Alors, autant l'aborder tout de suite, le fameux lien avec la maladie d'Alzheimer. On en a beaucoup entendu parler. Sauf que voilà, c'est crucial de le dire. À ce jour, la science n'a jamais confirmé ce lien. C'est une rumeur tenace, mais ça reste une hypothèse non prouvée. Le vrai risque, il n'est donc pas là. Le problème, qui lui est bien réel et prouvé par la science, c'est ce qu'on appelle la migration. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que quand on cuisine des aliments très acides, pensez sauce tomate, jus de citron ou même très salés, ces ingrédients peuvent en quelque sorte dissoudre un tout petit peu d'aluminium de la casserole qui se retrouve ensuite dans la nourriture. Mais attention, tous les ustensiles en alu ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a l'aluminium de base, le classique, qui est le plus sensible à ce phénomène, et puis il y a l'aluminium anodisé. En gros, c'est de l'aluminium qui a reçu un traitement spécial pour le rendre beaucoup plus résistant. Ça crée une sorte de couche protectrice, une barrière qui empêche quasi totalement le métal de migrer dans les aliments, même acides. Et là, on arrive vraiment au point central de toute cette histoire. C'est un principe de base en toxicologie, mais il change tout. La phrase à retenir, c'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas la substance elle-même qui est dangereuse, c'est la quantité à laquelle on est exposé. Et pour l'aluminium, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardons un peu ce graphique. On a l'exposition moyenne pour un adulte et pour un enfant. Et tout à droite, on a la dose jugée sans risque sur une semaine. Le constat est sans appel. On est très loin de la limite. La marge de sécurité est juste énorme. Et c'est la même chose pour le cuivre. Il y a un vrai consensus scientifique mondial. Alors oui, les chiffres peuvent varier un petit peu d'un pays à l'autre, comme on le voit ici, mais le principe est le même. Les autorités sanitaires du monde entier ont défini des seuils de sécurité très clairs pour l'eau potable. Et ces normes, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont basées sur des tonnes d'études pour protéger tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, quel est le verdict? Concrètement, comment on fait pour cuisiner et boire en toute tranquillité sans se prendre la tête? En fait, ça se résume à 3 habitudes toutes simples, vraiment. La première, le matin, ou après une longue absence, on laisse couler l'eau froide quelques secondes avant de la boire, juste le temps de vider ce qui a stagné dans les tuyaux. Deuxième habitude, on fait attention aux ingrédients. Pour les plats très acides ou salés, on évite les vieilles casseroles en alu non anodisées. Et enfin, troisièmement, on choisit bien son matériel de base. Pour le quotidien, l'inox, la fonte émaillée ou l'aluminium anodisé, c'est parfait. Finalement, le plus important à retenir, ce n'est pas d'avoir peur de ces métaux. Le but, ce n'est pas de tout jeter, c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne, en se basant sur des faits, pas sur des rumeurs alarmistes. Passer de la crainte à la connaissance, en fait. C'est ça, la meilleure protection. Et pour conclure, on pourrait se poser une dernière question.
Et si au final, le vrai danger, ce n'était pas tant le métal dans nos casseroles, mais plutôt la désinformation qui circule à ce sujet? C'est peut-être elle la plus toxique.